Donc voilà, on va pouvoir maintenant décrire les déficits du syndrome pyramidal qui sont assez intéressants à regarder. Ces déficits, bon, comme vous avez compris, hein, ils peuvent se trouver sur n'importe quelle partie du corps. Là, on va se focaliser sur territoire facial, territoire membres sup et membres inférieurs, avec quelques particularités, notamment aux membres supérieurs où la paralysie va davantage toucher les muscles extenseurs que les muscles fléchisseurs. C'est comme ça, il va y avoir une espèce de prédominance aux membres supérieurs du déficit sur l'extension, les muscles extenseurs du membre supérieur. Il va donc y avoir une difficulté à tendre le bras, globalement, à tendre le coude et à tendre les doigts, ce qui va provoquer une position un petit peu particulière qu'on va voir un petit peu plus tard. Et un ensemble de signes, notamment là de Barré, de Garcin. Ne retenez pas les noms propres, hein, on s'en fiche un peu. Ce qui est important, c'est d'avoir l'idée de cette prédominance aux membres supérieurs sur les muscles extenseurs, tandis que sur le membre inférieur, sur les membres inférieurs, il y a une prédominance des muscles fléchisseurs. Donc là, c'est plutôt le contraire. Il va y avoir une difficulté à plier le genou globalement, à plier la hanche, à redresser la cheville. Et là, les signes sont les signes de Magazzini, de Barré, mais c'est pareil, ne retenez pas forcément ces termes-là qui sont de la description, ouais, pour savoir, pour faire des raccourcis si vous voulez. Et sur le territoire facial, parce qu'évidemment on peut avoir une atteinte faciale, on est plutôt sur le territoire facial inférieur. Alors tout ça, il y a des explications, hein, mais c'est pas la peine de rentrer trop dans les détails. En revanche, ce qui est intéressant de noter, c'est que il y a euh, une asymétrie faciale qui se révèle par l'effacement du pli nasogénien, donc nasogénien entre le nez et la joue, hein, c'est ce pli là qu'on a sur le côté qu'on a chez tout le monde, sauf en cas de paralysie faciale où il peut disparaître ou en tout cas diminuer. Et puis une asymétrie faciale lorsqu'on demande de faire la grimace, de gonfler les joues, de sourire volontairement, ce genre de choses, ou en tout cas il y a un mouvement volontaire de la mimique faciale. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est cette dissociation automatico-volontaire, c'est-à-dire que un éclat de rire, une émotion qui passe avec une expression faciale associée ne va pas avoir la même en fait on va pas avoir la même paralysie, ça va être complètement différent, ça va être beaucoup mieux sur ce qui est automatique. Alors pourquoi ça? Alors, c'est relativement simple à imaginer. C'est que euh, bah, on va prendre un exemple comme ça de sourire sur une photo. À chaque fois qu'on nous demande de sourire sur une photo, enfin en tout cas en ce qui me concerne, il n'y a pas, il y a pas enfin, il y a un sourire forcé quoi. On voit bien que c'est pas naturel. Évidemment, il n'y a pas d'émotion positive associée à souris sur la photo, même quand on dit cheese ou autre chose, on voit que c'est du volontaire. Alors certains appellent ça, moi j'aime bien appeler ça comme ça aussi, c'est le sourire pyramidal au final, il est volontaire. Hein. Quand on dit pyramidal dans ce sens-là, c'est pas pathologique, c'est au contraire, c'est que ça passe par la voie pyramidale. Alors que lorsque une mimique faciale est associée à une émotion, il y a les systèmes plus extra-pyramidaux, notamment des noyaux gris centraux, qui vont rentrer en jeu. C'est pour ça que lors d'une atteinte des fibres pyramidales sur un AVC par exemple, on va pouvoir éventuellement avoir cette dissociation automatico-volontaire et lors des émotions, une mimique faciale relativement récupérée. Donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant pour comprendre comment fonctionne la motricité volontaire et la motricité involontaire, en tout cas automatico-volontaire.
Là, vous pouvez voir hein, sur cette photo. Alors, ce qui va vous intéresser là, c'est surtout la figure A, qui est une atteinte faciale pyramidale qui prédomine en bas, donc sur le territoire facial inférieur. Vous voyez qu'il y a cet effacement du pli nasogénien ici même. Vous voyez, il a disparu par rapport à l'autre côté. Il y a la chute de la commissure labiale. Il y a, alors, c'est pas flagrant sur cette représentation, mais un affaissement un petit peu de toute la joue de ce côté-là. En revanche, les rides du front, elles sont enfin, elles sont toujours là, quoi. Elles sont bien préservées. La figure C, elle va nous montrer une paralysie faciale périphérique qui n'est pas une atteinte pyramidale, hein, qui est plutôt une atteinte du nerf facial. Une fois qu'il est sorti, donc comme sorti du tronc cérébral, hein, donc on est dans du périphérique. Où vous voyez qu'il y a une atteinte qui touche le facial supérieur, avec effacement des rides du front, avec impossibilité, là normalement il essaie de fermer les yeux, hein, impossibilité de fermer l'œil de ce côté-là. Il y a aussi un effacement du pli nasogénien alors qu'il disparaît pas complètement, une chute de la commissure labiale, un affaissement de la joue, mais vous voyez cette différence qui est quand même assez flagrante entre la A et la C, où il y a une atteinte qui prédomine en faciale inférieure en A et qui est une faciale totale en C. Un autre élément important à comprendre et à connaître dans le syndrome pyramidal, c'est cette notion de spasticité. Donc qu'est-ce qu'une spasticité? C'est une contraction, une contracture musculaire qui est involontaire et qui est due à l'atteinte des fibres pyramidales. Dans le cadre du syndrome pyramidal, il y a bien sûr d'autres types de spasticité que la spasticité pyramidale, mais euh, là on est dans ce cadre-là. Ce qui est intéressant, c'est que la spasticité, c'est exactement l'opposé des déficits en termes de prédominance. C'est-à-dire qu'on est sur une spasticité qui prédomine sur les fléchisseurs aux membres supérieurs et sur les extenseurs aux membres inférieurs, ce qui va imprimer aux membres précisément une position un petit peu particulière, dont je vous parle depuis tout à l'heure et qu'on va voir sur la diapositive d'après avec la photo d'un patient qui a une hémiparésie spastique. Alors au membre inférieur, cette spasticité qui prédomine sur les extenseurs donne un élément sémiologique, enfin provoque un élément sémiologique qui est tout à fait caractéristique, c'est la démarche fauchante. Imaginez effectivement un membre inférieur avec un déficit qui prédomine sur les fléchisseurs, donc avec une difficulté à la flexion du genou par exemple, et une spasticité qui est plutôt sur les extenseurs, donc avec une résistance encore plus importante. Ça a un avantage, c'est que ça peut provoquer un verrouillage du genou et donc autoriser une marche debout, mais en revanche une marche qui se fait de manière anormale, puisque ne pas plier le genou, c'est quand même assez désagréable pour marcher. Et il va y avoir cette fameuse démarche fauchante, donc avec un jeté de jambes circulaire sur le côté pour pouvoir passer la jambe d'arrière en avant au moment du pas. C'est la démarche fauchante. Cette spasticité, elle est inconstante. Dans le syndrome pyramidal, elle est parfois très importante, parfois beaucoup moins, et d'une manière générale, elle s'accentue à l'action. Donc, quand on met en jeu les groupes musculaires qui correspondent, on a une accentuation de cette spasticité et qui peut même parfois seulement apparaître après un certain temps de mise en action, un temps de marche. Donc, c'est ce qu'on appelle la claudication. Donc, le fait de claudiquer, c'est le fait d'avoir une boiterie intermittente. D'autres caractéristiques, c'est qu'elle s'accentue avec l'angle et la vitesse d'étirement, qu'elle est élastique. Élastique, ça veut dire que si on lutte contre, par exemple, prenons un membre supérieur qui est en triple flexion suite à une spasticité sur les fléchisseurs et une paralysie sur les extenseurs, que
quelqu'un, hein, un soignant, n'importe qui d'ailleurs, hein, tend le bras, s'il relâche, au final, petit à petit, le bras va se remettre dans la position de la triple flexion. C'est ça le élastique, c'est que ça revient comme c'était au début. Et elle peut, quand elle est intense, même être douloureuse, donner des genres de crampes, puisque c'est quand même une mise en action permanente d'un groupe musculaire. Donc voilà, un patient qui a un syndrome pyramidal typique avec, vous voyez le bras gauche, bon, c'est un hémisyndrome pyramidal gauche, hein. On voit pas son visage, donc on peut pas savoir si le visage est touché, mais en tout cas sur le membre supérieur, on voit un coude fléchi, on devine un poignet fléchi. Donc vous imaginez bien donc la triple flexion, et puis le membre inférieur où on voit une jambe tendue, hein, avec une chaussure orthopédique qui est une chaussure qui permet d'avoir un relevage du pied. C'est donc une chaussure qui fait un releveur du pied en même temps. Et puis on voit bien qu'il y a une espèce d'amorce de démarche fauchante, puisque là, si on suit son mouvement, on voit qu'il va lancer sa jambe sur le côté gauche avec un mouvement circulaire. Alors, pas à la manière du French Cancan quand même, hein, mais dans l'idée, c'est ça, pour faire son pas, puisque le genou ne peut pas être fléchi. Le releveur du pied permet au pied de ne pas trop être tendu et donc de pas en rajouter, on va dire, dans cette triple extension. Mais voilà, donc regardez dans la rue, il y en a pas mal qui se baladent avec des syndromes pyramidaux comme ça. Vous verrez cette démarche fauchante qui est caractéristique, et puis ce membre supérieur un petit peu replié comme ça. Alors parfois il l'est beaucoup plus, hein. Il est contre la poitrine, complètement serré. Parfois il l'est moins, ça se voit pas forcément du premier coup d'œil, mais voilà, c'est typique en tout cas cette position du syndrome pyramidal. Qu'est-ce qu'on retrouve également comme symptômes dans la sémiologie pyramidale? On a quelque chose qui est bien connu et reconnu, qui est cette anomalie des réflexes, avec une hyperréflexie ostéotendineuse. Donc, on décrit les réflexes pyramidaux comme vifs, diffusés et polycinétiques. Alors bon, je vais essayer de regarder la vidéo en même temps, comme ça on la voit. Là-dessus, on va la retrouver sur réflexe ostéotendineux vif, polycinétique et diffusé. Allez. On va regarder ça. Comme ça, je peux la commenter en même temps. Bon, alors il y a un pyjama, hein, qui est à carreaux. Bon, ça c'est une chose, mais vous voyez, en tout cas que il y a lors de la percussion, un réflexe qui est non seulement vif, mais vous voyez qu'il y a plusieurs réponses. Il y a plusieurs, surtout sur la jambe droite, vous voyez, ça balance quoi. C'est plusieurs réponses à juste une percussion. Et puis le côté diffusé, c'est que voilà, en tapant sur la jambe droite, il y a aussi un peu la jambe gauche qui bouge, et puis la zone réflexogène augmentée là, vous voyez que même en tapant sur le tibia un petit peu, on a une réponse réflexe. Allez, on se la repasse, on se lasse pas du pyjama. Donc là, la première caractéristique qu'on va voir, c'est le côté vif et diffusé. Il y a l'autre jambe qui se met à bouger. Et puis là, clairement, le côté polycinétique. Et au passage, on voit une amorce de triple extension, hein, où on a un pied qui est tendu, une jambe qui l'est aussi. Donc on voit bien un syndrome pyramidal qui, là pour le coup, est aux deux membres inférieurs. Ça pourrait être un paraplégique, hein, sur un traumatisme médulaire. Quelque chose comme ça. La zone réflexogène augmentée, hein, en percutant ici,
particulièrement en bas, on déclenche quand même le réflexe qui est censé se retrouver normalement au niveau de la rotule. On voit bien qu'il y a une espèce de désinhibition des réflexes qui est caractéristique du syndrome pyramidal. Allez, on retourne là-dessus. Un élément qu'il faut connaître aussi, c'est que lorsqu'on est sur une lésion aiguë, d'un coup d'un seul, on a au début une aréflexie ostéotendineuse, donc pas de réflexe, et puis va s'installer ensuite tous les éléments pyramidaux, dont l'hyperréflexie, alors que quand on est sur une lésion plutôt progressive ou partielle, ou après, c'est ça, une lésion aiguë, pardon, on a tout de suite cette apparition de réflexes vifs. C'est un détail qui n'est pas nécessaire de retenir particulièrement. Le plus important là, c'est de bien faire soi que cette atteinte pyramidale désinhibe, révèle des réflexes qui sont en fait au niveau médulaire, qui restent dans la moelle et qui sont plus inhibés par les centres supérieurs en réalité, donc le cortex moteur primaire et toute la voie pyramidale. Il n'y a plus cette inhibition et va ressortir un réflexe complètement désinhibé. C'est pour ça qu'il est vif, qu'il est polycinétique, il envahit l'autre côté, diffusé. C'est avec une zone réflexionnelle augmentée, c'est ça l'explication. Bon, là c'est des définitions, vous regarderez, de la vivacité, de la diffusion et du polycinétisme. Avant de passer sur le réflexe cutanéo-plantaire, je voudrais vous remontrer cette image-là pour pour essayer de vous expliquer un petit peu le pourquoi, parce que ça peut paraître un peu bizarre de dire, bah, tiens, on a une spasticité au membre supérieur qui fait une flexion, une spasticité au membre inférieur qui fait une extension, d'où ça sort, pourquoi. Bon, l'explication est assez séduisante, elle n'est pas simple à comprendre, mais elle est assez marquante. En fait, si, c'est très simple à comprendre. Imaginez que ce patient-là soit à quatre pattes. Alors, c'est pas pour le mettre encore plus en difficulté, mais s'il était à quatre pattes, un animal quadripède, on verrait une amorce de comportement de fuite. Effectivement, à quatre pattes, tendre la patte de derrière et fléchir la patte de devant, c'est le début de la course. C'est le début de la fuite et de l'écartement du danger. On en avait parlé quand on avait parlé de la décussation et puis de la grenouille là, qui se fait attaquer. Il y a quand même au début un mouvement brusque qui doit se faire d'amorce de fuite, un mouvement presque réflexe. Et en réalité, là, on voit bien que c'est un mouvement, enfin, c'est une position réflexe, où il y a un début de je fous le camp rapidement. C'est ça, cette position-là, en triple flexion au membre sup et en triple extension au membre inf, c'est la libération du réflexe médulaire de fuite. Alors, réflexe médulaire, c'est pas un gros mot, c'est réflexe qui est codé dans la moelle épinière, puisque au début de l'évolution, on n'avait pas vraiment encore tout ce cerveau disponible, donc il a bien fallu que la fuite, le comportement de fuite soit codé quelque part. Il est codé en partie, mais il est codé dans la moelle épinière au début. Le fait que les structures du dessus, les fibres pyramidales qui sortent du cortex moteur et qui empruntent les chemins jusqu'au niveau des relais médulaires, soient abîmées, que le fait que ces structures supérieures soient abîmées fait qu'elles n'exercent plus l'inhibition sur le réflexe de fuite qui est naturellement présent et codé dans la moelle épinière. Donc avec cette levée d'inhibition, on peut tout expliquer. Cette spasticité, cette position et les réflexes ostéotendineux qui deviennent vifs. C'est ça, cette position-là. Elle ne sort pas du chapeau du magicien. Elle sort du comportement que l'on a eu en tant que mammifère, puis comme bipède, de
fuite face au danger. Pour vous dire, et après c'est des réflexions qui vont au-delà du simple syndrome pyramidal, mais pour vous dire en quoi c'est important de voir qu'on est ce comportement-là de peur et de fuite, il est ancré en nous, mais de manière extrêmement profonde, puisque vous voyez que quand on détruit même pas beaucoup du cerveau moteur d'un humain, on révèle ce genre de choses. Euh, on est des animaux qui ont été faits à la base pour fuir et pour avoir peur, pour survivre. Hein. Donc voilà, ça pose des questions sur l'anthropologie, sur la psychologie, sur plein de choses, parce qu'aujourd'hui on est quand même dans une ère, je m'égare complètement, mais on est dans une ère où la peur est quelque chose qui est un signe de faiblesse, on va dire. Moi j'ai envie de dire non, ayez peur, parce que c'est ce qui nous a fait survivre jusqu'à présent. Alors maintenant, on n'a pas peur du climat, on n'a pas peur des extrêmes à la tête de nos gouvernements. C'est peut-être ce qui va courir à notre perte. Hein. Donc ayons encore un petit peu peur. Ayons quelques réminiscences de ce comment on est arrivé jusque-là, sans évidemment exagérer. Mais bon, on s'écarte du sujet, je reviens dans mes pénates de neurologie et on passe sur le signe de Joseph Babinski. Alors, il y a ces réflexes ostéodendineux, mais vous savez qu'il y a aussi d'autres types de réflexes. Par exemple, le réflexe pupillaire. Hein, vous mettez de la lumière sur une pupille, vous voyez qu'il y a une contraction de la pupille pour s'adapter à la luminosité. Bon, il y a des réflexes aussi qu'on appelle cutanés. Cutané quelque chose, hein, ça peut être cutané abdominal, ça peut être cutané plantaire lorsqu'on parle du signe de Babinski. Qui, lors de la stimulation de la peau, va donner quelque chose. Alors sur l'abdomen, quand on stimule la paroi abdominale, on a une contraction des muscles abdominaux qui a tendance à faire bouger un peu le nombril, l'ombilic. Sur la voûte plantaire, lorsque on la stimule, alors je vais vous montrer après comment précisément. Lorsqu'on n'est pas malade, lorsqu'on n'a pas de syndrome pyramidal, on a d'une manière à peu près reproductible et chez tout le monde, hein, une espèce de flexion des doigts de pied. Ça va être le contraire lorsqu'on va avoir un syndrome pyramidal, on va plutôt avoir une extension. Une extension, tiens, ça doit déjà vous parler. Extension du gros orteil sur un syndrome pyramidal où on a déjà une triple extension au membre inférieur. Bon vous voyez déjà, vous comprenez qu'il y a cette forme encore d'extension qui revient sur ce symptôme particulier. Pourquoi je vous montre des photos et je vous raconte un petit peu Joseph Babinski là-dedans? Parce que c'est une information qui m'a été transmise par des professeurs lorsque j'étais encore à l'université dans les premières années et que j'ai retrouvé nulle part ailleurs dans les bouquins. Alors du coup c'est difficile de savoir si c'est réel ou pas, mais il y a quand même pas mal de choses qui passent pas forcément par l'écrit et qui se retrouvent dans les leçons qu'on peut avoir auprès des neurologues à l'université. Donc je me permets de vous faire cette petite histoire pour comprendre comment il a découvert ce signe-là. Alors, Joseph Babinski, voilà, c'est le 19e siècle français dans toute sa splendeur, entre guillemets, avec une origine polonaise pour lui, dont sa famille est arrivée à Paris à la fin des années 50, au début des années 50, suite aux guerres Russie-Pologne. Il grandit à Paris, à Montparnasse, et puis il devient chef de clinique de Jean-Martin Charcot. Alors Charcot, c'est un nom que vous devez connaître, hein, au moins dans la culture générale de la neurologie, notamment parce qu'il y a la maladie de Charcot, qui est cette saloperie que tout le monde connaît, là, la sclérose latérale amyotrophique, et qui, à chaque fois qu'il y a une star qui est touchée par ce genre de truc, on en fait toute une médiatisation régulière. Bon, il y a par exemple Stephen Hawking qui a une forme de sclérose latérale amyotrophique, puisque lui, ça l'a laissé quand même
vivant pendant des dizaines et des dizaines d'années. Mais il y en a plein d'autres hein, là actuellement. En tout cas, une des stars que je connais, c'est le producteur de la Funky Family, là, ce groupe de rap de Marseille des années 90 par lequel j'ai été bercé. Et ben Pone est atteint de SLA. Jetez un coup d'œil à son. Ouais, vous tapez sur YouTube. Pone SLA ou Pone Charcot et vous verrez une ou deux interviews de lui dans son lit hospitalisé à la maison avec sa trachéotomie pour vous donner une idée de l'état entre guillemets dans lequel on peut se retrouver lorsqu'on est atteint de cette maladie. Enfin bref, c'est pas le but, mais Charcot, c'était un des très grands neurologues de la Pitié-Salpêtrière du 19e siècle. Il a en gros fondé l'école de neurologie française, hein, globalement, on en est à dire ce genre de choses. Et Babinski a été un de ses élèves et chef de clinique chez lui dans son hôpital. Bon, un peu comme ça d'histoire, parce que j'aime bien moi toujours un petit peu regarder les personnages historiques. En 1890, il est nommé médecin des hôpitaux, ce qui est un titre à l'époque assez prestigieux. Aujourd'hui, on peut pas en dire autant. Bref, je m'écarte encore du sujet. Dans ce qui est dit dans les biographies ou en tout cas dans les gens qui parlent de lui, c'était un bonhomme qui parlait pas beaucoup mais qui avait une observation exceptionnelle et je trouve que ce portrait là nous montre bien ce genre de personnage là. On a l'impression hein, que voilà, il est très sévère, hein, sérieux. Bon, on voit quand même pas le type super fun, mais par contre, il a des yeux un peu pétillants, perçants, j'ai envie de dire plutôt que pétillants. Perçant il devait effectivement avoir une capacité d'observation exceptionnelle. Et puis un peu comme tous les mecs du 19e siècle, il fait autre chose qui dénote peut-être de son caractère peu loquace et un petit peu torturé. Il est co-auteur d'une pièce de théâtre qui s'appelle Les Détraqués, qui parle de meurtre dans un collège de jeunes filles et qui aborde largement les pulsions érotiques entre femmes à cette époque-là. Il est atteint d'une maladie de Parkinson dans ses vieux jours et va en mourir. C'est assez. Ouais, enfin, c'est pas du tout drôle, hein, mais c'est quand même un peu une ironie de l'histoire, surtout que la maladie de Parkinson n'est pas encore réellement décrite. Enfin, elle est décrite, mais elle s'appelle pas encore comme ça à cette époque-là. Et un des apports qu'il fait, c'est de mettre en évidence le fameux signe de Babinski. Alors, Babinski, ça s'écrit avec un I et pas avec un Y. Un tableau, c'est vrai que j'aime bien les tableaux aussi. On retrouve sur ce tableau flamand du XVe siècle qui s'appelle La Vierge à l'enfant. Euh, où on voit ce gamin là, cet enfant. Bon, faut regarder ses pieds, hein, faut regarder ses orteils. Alors, vous pouvez aller regarder sur internet hein, si ça vous intéresse d'aller regarder les orteils un petit peu plus près parce que là on voit pas grand chose non plus. Mais il a une extension de gros orteils. Les peintres de l'époque et d'ailleurs les peintres d'une manière générale sont quand même des observateurs exceptionnels, donc s'il le peint comme ça, c'est pas un hasard. Et effectivement, le signe de Babinski est présent de manière physiologique chez le nourrisson jusqu'à plusieurs mois, parfois jusqu'à l'acquisition de la marche. Il y a une excitabilité, enfin une désinhibition, on va dire. En fait, elle n'est pas encore désinhibée, c'est-à-dire que tout ce qui est au-dessus dans le cerveau n'a pas encore inhibé tous ces réflexes qui se trouvent dans la moelle. Et il y a ce signe de Babinski qui est toujours présent chez le nourrisson. Donc si vous avez des enfants, des neveux, des nièces qui sont tout jeunes comme ça, alors allez leur gratter le dessous du pied, vous verrez ça, c'est assez rigolo. Puis ça passe un peu inaperçu quand hop, petite chatouille comme ça, on vous dira pas arrêtez de prendre mon enfant pour un cobaye. Ça peut passer discrètement, mais jetez un petit coup d'œil, c'est rigolo. Donc oui, ce tableau-là, en tout cas, c'est connu comme étant peut-être la première représentation de ce signe de Babinski, donc aux alentours de 1435-1440.
jusqu'à 6 mois environ. Au-delà, c'est pathologique. Réponse en extension dorsale du gros orteil. Donc le réflexe cutané plantaire, c'est donc comme ça qu'il se retrouve, avec une pointe que l'on glisse sur le bord latéral du pied, donc sur la plante du pied extérieur, où on remonte et ensuite on passe sous les orteils. Et là, cette gravure-là montre l'extension du gros orteil. Alors, je vous disais, je vous raconte l'histoire qu'on m'a transmise sur Babinski. Parce que Babinski, vous avez vu qu'il était donc chef de clinique de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, il y a eu un truc qui a un petit peu secoué l'Europe, là, c'est la Première Guerre mondiale. Et une grande consommation de chair à canon, là, de militaires, de jeunes hommes français. Et d'ailleurs européens, d'une manière générale. Mais il y a eu d'ailleurs des campagnes de recrutement qui ont été larges. On a envoyé de plus en plus de bonhommes au front. Et comme par hasard, il y a eu une épidémie de paralysie. C'est-à-dire que évidemment, tout le monde voulait essayer de se faire réformer. Hein. Même au début de la guerre, ils partaient la fleur au fusil, mais au bout d'un moment, ils ont bien compris que c'était quand même la boucherie du côté des tranchées. Et donc, tout le monde essayait de se faire réformer. Enfin, tout le monde. Il y avait quand même pas mal de personnes qui essayaient de se faire réformer, ce qu'on comprend aisément, et qui simulaient des paralysies. Effectivement, paralysé, c'est difficile d'aller sur le front. Donc du coup, le ministère de la Guerre à l'époque, voyant ça, il comprend un petit peu le poteau rose et il va chercher le chef de service à l'époque, donc de la Pitié-Salpêtrière en neurologie, en disant bon bah dis-nous Joseph, comment on fait la différence entre un vrai paralysé et un faux. Alors la première des choses qui passe à l'esprit de Babinski, c'est la douleur. Évidemment, on fait des stimulations douloureuses pour voir si c'est ressenti ou pas. Mais autant vous dire que quand le but est d'échapper aux tranchées, on peut essayer de pincer un petit peu, voire d'aller piquer un petit peu sur les cuisses. On arrive à résister. Par contre, une douleur qui est irrésistible, on va dire, c'est d'aller enfoncer des aiguilles dans la plante des pieds. Alors là, oui, effectivement, la différence a vite été faite. Puisque deux réponses sont apparues clairement à Babinski. La réponse normale, la personne qui n'est pas paralysée, avec un retrait évidemment de la jambe en réflexe quand on enfonce une aiguille dans le pied. Puisque c'est ressenti, puisque c'est douloureux, puisque il y a un réflexe de retrait. Et puis le deuxième type de réponse qui était plutôt une extension du pied, de la jambe vers l'aiguille. Donc c'est complètement contre-intuitif à la base, puisqu'on pousse vers la douleur. C'est pas du tout physiologique. Donc effectivement, à partir de là, il a réussi à faire un peu plus dans la finesse. Et puis à se rendre compte qu'il n'y avait pas besoin d'enfoncer des aiguilles dans les pieds, mais que simplement gratter, alors avec une pointe quand même, de gratter sur le bord latéral du pied et en revenant vers l'intérieur sous les orteils, on réussissait à provoquer une extension lente et majestueuse, comme il l'avait exprimé, du gros orteil. Donc voilà d'où sortirait le signe de Babinski, mais ce qui a une cohérence historique qui est quand même très forte, hein. Ça correspondrait à une requête du ministère de la Guerre pour faire la différence entre les resquilleurs qui n'ont pas envie d'aller se faire tuer et ceux qui étaient réellement paraplégiques. Donc ça sortirait de là. C'est assez intéressant quand même de connaître ce genre de choses. Je pense que c'est véridique, mais j'en suis pas sûr. Je l'ai retrouvé nulle part ailleurs dans les bouquins. Vidéo, là encore. Allez, on va cliquer. Ça marche bien. On retourne sur la vidéothèque du Collège des enseignants. Et on doit avoir quelque part signe de Babinski. Il y en a effectivement deux vidéos. Allez, c'est parti.
Donc là, le médecin n'enfonce pas hein, de pointe, il passe juste un stylo ou un petit truc. Donc vous voyez, hein, comme c'est flagrant ce qui s'y passe. Là, encore une fois, c'est caricatural, hein, c'est très clair hein, comme signe. Mais vous voyez ce qui se passe. Hop, d'ailleurs, au début, on voit qu'il y a une triple extension, il y a une extension de la jambe, et puis, enfin, il y a une extension de la jambe, et puis, hop, il y a cet orteil qui se relève. Il y en a une deuxième de vidéo, on va voir, je me souviens plus de ce que c'est cette deuxième vidéo. C'est toujours du Babinski, mais je me souviens plus de ce qui s'y passe. Elle est un petit peu plus longue. Ah bah, c'est un signe de Babinski spontané. Vous voyez à droite là, il y a déjà une extension du gros orteil. Sans stimulation. Donc là, on est sur un syndrome pyramidal assez costaud. Et puis, ah oui, d'accord. Donc il met en évidence, alors plein de choses hein, sur ça, mais il met en évidence une extension du gros orteil en allant stimuler autre chose que la plante du pied. Alors là, c'est quand on est sur des syndromes pyramidaux très 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 marqués. Vous voyez que juste d'aller titiller un petit peu le pied, ça fait à droite l'extension du gros orteil, et à gauche il y a même un clonus, donc c'est une réponse polycinétique de réflexes ostéotendineux là pour le coup qui sont révélés par une simple stimulation cutanée, mais vous avez vu le polycinétisme qu'on peut le retrouver dans les syndromes pyramidaux. On appelle ça aussi épileptoïde, la trépidation épileptoïde, vous verrez peut-être ça traîner quelque part. C'est la même chose, hein, le polycinétisme, la trépidation épileptoïde, ça ressemble à des clonies, hein, c'est pour ça qu'on dit épileptoïde. Alors, les vidéos, c'est vu. Et puis, bon, voilà un bout d'un tableau qui est très connu. Bon, je vous le montre comme ça rapidement. On va pas rentrer dans les détails, mais on est dans la salle des conférences, enfin la salle des leçons, les leçons du mardi de Jean-Martin Charcot au centre là, qui là était en train de montrer une forme de crise d'hystérie, ce qu'on appelle aujourd'hui les crises non épileptique psychogène, mais qui à l'époque avait été décrite comme de l'hystérie, et avec une patiente qui est très connue, hein, c'est la patiente, ça s'appelle Blanche. Et puis Babinski, qui est son assistant, donc qui est là, et qui est le protégé de Charcot. Le tableau est plus grand, on peut voir plein de personnages là-dedans, mais notamment ces leçons, elles étaient très connues, hein, l'Europe entière y venait, notamment une personnalité très connue qui a assisté à ce genre de leçons fut Sigmund Freud, qui est venu comprendre un peu l'école française sur les crises d'hystérie, et ce qui l'a aidé à développer sa théorie ensuite psychanalytique. D'autres signes, d'autres symptômes dans le syndrome pyramidal, les syncinésies. Donc, ce sont des mouvements qui sont involontaires et qui surviennent lorsque des mouvements volontaires sont faits de l'autre côté. Par exemple, qu'est-ce que je mets comme exemple? Le malade fait le mouvement des marionnettes d'une main, c'est ça, et l'autre main fait un petit peu la même chose, sans que ce soit exactement la même chose, mais commence à faire le mouvement. Donc là aussi, c'est une espèce de désinhibition, hein. On essaie de faire un mouvement à droite, il se fait aussi à gauche. On est bien sur de la désinhibition pyramidale, d'où le terme de syncinésie, donc c'est bouger de manière synchronisée, hein, c'est ça, sur la racine étymologique. Le signe de Hoffmann, ensuite, donc, qui est une espèce de signe de Babinski au membre supérieur. Bon, c'est un nom propre encore, hein, on ne s'attarde pas trop là-dessus. Et puis l'abolition des réflexes cutanés abdominaux, là dont je vous parlais. C'est des symptômes qui sont secondaires, hein, par rapport aux autres.
Le syndrome pseudobulbaire, par contre, lui, est assez important à connaître. Il fait partie des symptômes pyramidaux lorsqu'on a une atteinte bilatérale, particulièrement des fibres profondes de la substance blanche profonde du cerveau. Donc on n'est pas vraiment sur de l'atteinte du cortex moteur ou de la moelle épinière, etc. On est sur les fibres pyramidales dans la substance blanche, aux alentours des ventricules, des noyaux gris centraux. Lorsqu'on a une atteinte bilatérale de celle-ci, on peut se retrouver avec ce qu'on appelle un syndrome pseudo-bulbaire. Alors pourquoi pseudo? Parce qu'il n'y a pas d'atteinte du bulbe, hein. Le bulbe est plus bas, c'est dans le tronc cérébral, le bulbe, mais pseudo parce que pseudo-bulbaire parce qu'il y a des symptômes qui pourraient être en lien avec une atteinte bulbaire. Notamment la paralysie de la langue et de la glotte et du pharynx. Donc c'est cette paralysie labioglosopharyngée. Si vous arrivez à le dire comme ça en un seul coup, ça fait sensation dans les dîners de famille. La paralysie labioglossopharyngée, c'est pas évident, qui se retrouve avec différents symptômes comme la voix nasonnée, comme les troubles de la déglutition avec des fausses routes, des reflux alimentaires par le nez. Alors ça, c'est pas classe dans les repas de famille, hein, évitez. Ce genre de choses. Et puis plein d'autres choses. Donc l'abolition du réflexe du voile du palais, l'abolition du réflexe nauséeux, un faciès un peu spastique, crispé, et puis après des choses qui n'ont rien à voir avec le pseudo-bulbaire, enfin avec la face, mais vessie spastique, marche à petits pas. Bon, ce genre de choses sont caractéristiques. Donc là aussi il y a une vidéo, hein, vous la regarderez, c'est plus une interview on va dire, et puis quelques signes que l'on peut voir. Quelque chose aussi qui est assez intéressant, c'est cette labilité émotionnelle avec les rires et pleurs spasmodiques, où il y a, pour le coup, une véritable dissociation automatique-volontaire, puisque sans émotion particulière, on peut avoir des rires ou des pleurs qui viennent comme ça, spontanément, ce qui est assez surprenant, surtout pour les familles, parce que c'est vrai que cette expression de rire ou de pleurs peut être quand même assez... Enfin, c'est de la communication émotionnelle. Normalement, on arrive à avoir des informations sur l'état émotionnel fortes lorsque on rit ou que l'on pleure. Et là, c'est complètement dissocié et involontaire. Donc c'est vrai que c'est déstabilisant pour les familles et puis parfois pour nous aussi, hein, les soignants, parce que on peut annoncer quelque chose d'assez grave et puis tout à coup avoir un éclat de rire. C'est assez surprenant. Mais bon, il faut le connaître. Quand on le connaît, après, on sait bien tout ça et on explique aussi aux patients, hein, ce qui se passe. Le syndrome pyramidal en bref, donc l'essentiel, les choses qui sont à connaître et à retenir pour les réjouissances de fin d'année. Le déficit moteur, donc qui est prédominant au membre supérieur sur les extenseurs et prédominant au membre inférieur sur les fléchisseurs, prédominant sur le territoire facial inférieur. Vous ne mélangez pas les pinceaux avec la spasticité, qui est l'opposé. Mais quand vous avez compris maintenant cette histoire de position de fuite, vous ne pourrez pas vous tromper, hein. On ne fuit pas avec une jambe fléchie et un bras tendu, mais plutôt l'inverse. Les réflexes qui sont désinhibés, mais là aussi avec cette position de fuite désinhibée, vous avez les réflexes qui sont vifs, diffusés, polycinétiques et pas voilà, comme c'est écrit, et avec une zone réflexogène augmentée. Un signe de Babinski. Connaissez et entraînez-vous à reconnaître quelle lésion, quel endroit du cerveau peut aller vers telle ou telle localisation du syndrome pyramidal. Donc l'hémiparésie, la paraparésie, la paraplégie, tout ça. Connaissez ça. Et puis le syndrome pseudo-bulbaire par atteinte bilatérale des voies motrices cortico-bulbaire, mais sans atteinte du bulbe, on est bien sur du pseudo-bulbaire.
Bon voilà, le cours sur le syndrome pyramidal est terminé. Il est assez complet. Il y a bien sûr encore mille choses en plus à dire et pour approfondir, mais je pense que c'est quelque chose qui est déjà assez complet pour bien comprendre les choses. Euh, cette diapositive là, elle est effectivement essentielle, mais je pense que maintenant vous, je pouvais pas vous la livrer comme ça sans explication. Si vous avez bien compris tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, elle vous paraîtra évidente et vous n'aurez même pas besoin de faire un effort pour la retenir. Voilà, on se retrouve très vite pour la prochaine présentation et entre-temps, je vous souhaite une bonne journée. Merci.